Salut les réalistes de Twitch et de YouTube, c'est Poulpi et bienvenue pour cet hebdo JDR du 24 juillet 2026 qui va être entièrement tourné vers l'actualité en anglais puisque cette semaine je n'ai pas réussi à trouver d'informations pertinentes à partager avec vous sur la scène du jeu de rôle francophone. Du coup, on va surtout parler des dernières annonces d'Onyxpass. D'ailleurs, j'ai sorti mon plus beau t-shirt pour l'occasion. Et non, cette émission n'est pas sponsorisée par Onyxpass Publishing. On va parler aussi d'une nouvelle plateforme de vente de jeux de rôle numériques, d'entretien avec un vampire adapté en jeu de rôle. Et non, c'est pas Vampire la Mascarade. On va aussi parler du bestiaire pour Fabula Ultima, des nouveaux financements participatifs qui me semblent intéressants. Tout ça, bref, on va voir ça tous ensemble. Alors, une fois n'est pas coutume, mais pour une fois, je vais rester en presque full face cam pour la news qui suit, puisqu'il s'agit d'un retour sur la version de 2026 de la Onyxpass Virtual Convention. Du coup, la convention virtuelle de l'éditeur Onyxpass Publishing qui a eu lieu début juin. Pourquoi je reste en face cam? Parce que j'ai pas vraiment d'article cette fois à partager ou autre sur la question, puisque en gros sur tout un week-end Onyxpass a donc organisé une convention virtuelle avec du coup des panels où ils parlaient de leurs projets de jeux, des jeux qui se passaient. Il y avait aussi évidemment des parties en actual play avec entre autres où il était possible de s'inscrire pour jouer. Il y avait des parties jouables aussi sur le Discord de Onyxpass. Bref, il y avait plein de choses. Mais du coup, il n'y a pas un article qui répertorie un petit peu toutes les news. J'ai un petit peu navigué dans les panels de la convention, puisque cette année, contrairement à l'année dernière, je n'ai pas pu participer parce que je bossais ce week-end-là. L'année dernière, j'avais fait une très bonne partie de Curseborn et tout ça, et du coup, j'avais acheté le t-shirt, comme vous pouvez le voir. Et du coup, là, je me suis tapé un petit peu très rapidement, en accéléré en 1x5 un certain nombre de panels, un certain nombre de discussions en fait sur sur la convention où ils parlaient en fait de leurs projets et sur les mois et sur l'année à venir. Du coup, on va revenir rapidement sur les quelques annonces qui ont été faites lors de cette convention. Du coup, Onyxpass, donc c'est l'éditeur de Curseborn. Donc Curseborn, c'est leur nouveau jeu d'urban horror fantasy qui remplace un petit peu, puisqu'ils ne peuvent plus vraiment sortir de suppléments pour les Chronicles of Darkness. Alors, du coup, il y a eu une réaction de Onyxpass par rapport à ça, puisque il y a des gens qui les ont accusés de ne plus sortir de suppléments Chronicle of Darkness et de saboter ces gammes-là pour pouvoir sortir leur gamme Curseborn. C'est pas exactement ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que Chronicle of Darkness, c'est une marque qui appartient toujours à White Wolf. Que White Wolf, ils ont sorti donc une nouvelle édition du World of Darkness, et que alors que Onyxpass leur a proposé un certain nombre de nouveaux suppléments pour les jeux Chronicle of Darkness, White Wolf les a laissés en vue sur cette question-là, parce que du coup il y a toujours un partenariat sur d'autres jeux comme Exalted. Mais du coup, effectivement, White Wolf ne répondant plus aux sollicitations d'Onyxpass sur les propositions sur la gamme Chronicle of Darkness, ils ont définitivement arrêté de développer cette boîte dessus, parce qu'ils ne vont pas mettre leurs auteurs sur cette gamme alors qu'ils ne vont rien pouvoir sortir tant qu'ils n'ont pas l'autorisation de White Wolf. Du coup, Curseborn, c'est le nouveau jeu qui prend plus ou moins le relais sur la tranche horreur où on joue des monstres, puisqu'on joue dans Curseborn, on joue des maudits, donc des gens qui
qui ont une malédiction tellement forte que ça les a transformés en autre chose un être humain standard. Donc on a des morts, autrement dit des fantômes, les hungry, les affamés, qui sont en gros les vampires, même si du coup on est sur le vampire au sens large, puisqu'on en a qui se nourrissent de sentiments, d'autres qui se nourrissent... tous peuvent se nourrir de sang, mais certains se nourrissent aussi de sentiments, de chair fraîche, voire de fantômes. On a les primals qui sont l'équivalent des loups-garous mixés avec des éléments naturels. Les outcasts qui sont des vampires et des démons. Et les sorciers, tout simplement, qui sont des gens accros à la magie. Du coup, Curseborn, apparemment, c'est leur nouveau jeu qui a le plus de succès. Hein. C'est ce qu'ils ont annoncé lors du panel consacré à Curseborn. Le jeu a visiblement été une très grosse réussite. Ils nous ont pas donné de chiffres précis, donc évidemment on peut pas vérifier, mais apparemment ça a l'air d'être leur plus grosse vente en ce moment. Et du coup on a l'annonce de 2 gros suppléments prochainement. On a d'abord un supplément qui va s'appeler Seattle City of Curse, qui va du coup être le premier livre de contexte pour Curseborn, qui va donc être consacré à la ville de Seattle, comme son nom l'indique, ainsi que sur l'État de Washington, donc pas la capitale des États-Unis, hein, Washington, l'État, donc qui est l'État dans lequel se trouve Seattle, qui est donc sur la côte Pacifique, Nord-Pacifique en fait plus exactement des États-Unis. Du coup, on va avoir un supplément qui va à la fois décrire la ville, mais aussi être un supplément d'aide aux meneurs de jeu, avec toute une partie en fait consacrée à comment faire votre propre contexte de ville transformé à la Curseborn. Donc très axé sur les légendes urbaines, sur sur les espaces liminaux, puisque c'est quelque chose qui est très prégnant dans Curseborn. Et il y aura évidemment aussi des options de jeu spécifiques, du coup très inspirées des légendes urbaines et des cryptides qu'on trouve sur la zone de Seattle. Donc on va entre autres avoir la possibilité de jouer des cerfs garous ou des outcasts, donc des espèces d'anges ou de démons qui sont l'incarnation vivante de musique, pour faire référence à toute la scène underground et grunge en fait qui était très présente à Seattle. Du coup, ouais, on va voir, mais ça c'est prévu du coup pour la fin de l'année. Et donc ça, d'après ce que j'ai compris, ça reste à confirmer, mais si j'ai bien compris, le panel, c'est un supplément qui sortira directement en PDF et en print on demand, sans passer par la case financement participatif. C'est en tout cas ce que j'ai cru comprendre du panel. Ensuite, l'autre gros supplément qui est annoncé pour Curseborn, c'est le second core book. Ça veut dire qu'en fait, le bouquin de base de Curseborn, la puissance des maudits sont désignés par ce qu'on appelle un score d'entanglement, qui correspond en fait à la façon dont le personnage est emmêlé dans sa malédiction. Plus il est emmêlé dans sa malédiction, et plus en fait la malédiction lui pourrit la vie, plus elle a intervient dans sa vie, mais aussi plus le personnage a à contrario un contrôle sur l'aspect surnaturel de sa malédiction, et plus il peut utiliser ses pouvoirs surnaturels, ses sorts et compagnie. Donc le bouquin de base était pensé pour être plus street level, donc on était sur un niveau d'entanglement allant de 1 pour les personnages débutants jusqu'à 4 pour les personnages bien expérimentés. Mais on restait sur une idée qu'on devait rester avec des personnages qui restaient au niveau
de la rue, au niveau de qui subissaient un petit peu l'influence de leur famille surnaturelle diverses et variées, qui pouvaient se rebeller, mais c'était une rébellion où ils allaient effectivement pas forcément être vainqueurs à la fin. Et du coup, ce second livre, lui, va couvrir les niveaux 5 et plus. D'après les échanges qu'on a eu avec l'un des auteurs qui bossent sur le supplément sur le Discord, ça sera visiblement niveau 5 à 8. Et du coup, là, on arrive au fait de jouer des personnages qui vont pouvoir rendre les coups avec les chefs des familles, autrement que par le sabotage et la guérilla, hein, vraiment... c'est le niveau où on va pouvoir aller se friter des vampires centenaires, des loups-garous qui se maintiennent en vie en dévorant les petits garous pour absorber leur énergie vitale et compagnie. Donc c'est le niveau en fait qui introduit les conspirations. Ça veut dire on décolle du niveau street level pour rentrer dans la catégorie influence locale et régionale, avec entre autres un développement de tout ce qui va être la création de rituels pour influencer de façon surnaturelle la zone, la possibilité d'influer aussi l'apparition d'espaces liminaux de son côté. On sait déjà par contre que c'est pas le niveau où où les personnages vont pouvoir créer leur propre sort et leur propre famille de maudits. Ça, visiblement, ça sera pour un 3e bouquin qui va exploiter les niveaux 9 et plus, où je suppose qu'on va jouer des créatures monstrueuses qui peuvent agir au niveau mondial. Donc... mais en tout cas, voilà, on a déjà ce gros supplément qui va contenir une quinzaine de conspirations, qui va aussi développer parmi les antagonistes les fées dont on entendait pas mal parler dans le bouquin de base, mais qui étaient assez peu présentes, et surtout qui ont l'air dans l'univers de Curseborn d'être vraiment des antagonistes un petit peu pour toutes les familles. Et bon, tout ça c'est prévu en financement participatif pour octobre. Donc ça, c'était pour les grosses annonces sur Curseborn, sachant que là, nous, ceux qui ont soutenu Curseborn en financement participatif, on vient de recevoir le PDF du coup d'un supplément de 40 pages consacré aux espaces liminaux qui devrait du coup pas tarder à arriver sur Drive-Thru RPG pour tout le monde. Au niveau des autres annonces qui ont été faites, je le disais, donc Onyx Pass continue à développer une licence pour White Wolf qui est celle d'Exalted, donc le jeu de rôle de high fantasy inspiré de tout ce qui est shonen, wuxia, très high level, donc très high fantasy, où les personnages sont extrêmement puissants, sont des demi-dieux. Et du coup, on a un nouveau supplément qui a été annoncé pour la 3e édition, consacré aux exaltés liminaux. Oui, décidément, ils aiment bien le terme liminal en ce moment chez Onyx Pass. Du coup, les exaltés liminaux qui ont été évoqués très rapidement il y a une dizaine ou une quinzaine d'années dans un supplément de la première édition et qui jusqu'à présent n'avait jamais été vraiment présenté plus loin que ça et autres, arrive enfin avec un gros supplément, donc les gros suppléments en couverture dure de Exalted qui font 400 pages. Du coup, on va avoir les exaltés liminaux qui sont des créatures à mi-chemin entre des morts-vivants et des créatures de Frankenstein. Puisque, entre autres, ils ont c'est des exaltés qui ont la particularité de ne pas être liés à des dieux ou à des seigneurs des morts ou des démons majeurs, comme les autres exaltés. Ils ont la particularité, en fait, de naître presque naturellement quand, en fait, quelqu'un essaye de ressusciter quelqu'un d'autre et que ça marche. Et quand ça marche, la résurrection n'est pas vraiment possible dans l'univers d'Exalté.
Et du coup, ça donne un exalté liminal, un être qui est à mi-chemin entre les morts et les vivants, et qui va pouvoir, entre autres, se booster et se réparer en récupérant, en moissonnant des membres et des organes sur d'autres créatures. Voilà, donc ça sera pour ceux qui sont fans d'Exalté, d'Exalted en anglais, et qui jouent à la 3e édition, puisque du coup c'est un supplément pour la 3e édition. Et ça, on n'a pas vraiment eu de date, c'est prévu pour la fin de l'année en financement participatif. Pour Pugmire, donc leur gamme de jeux de rôle, qui est une version simplifiée de Donjons et Dragons 5, où on joue des chiens. Voilà, on est dans un univers post-apocalyptique où les humains ont disparu et ont été remplacés entre autres par des animaux devenus anthropomorphes. Donc le bouquin de base permet de jouer des chiens, Pugmire. Il y a Monarchy of Mao qui permet de jouer les chats. Et du coup, en ce moment, sur BackerKit, il y a justement le financement participatif pour l'Heir of the Rat King, qui décrit, qui est un supplément donc pour Pugmire, qui à la fois développe l'univers souterrain et ses habitants, à savoir les rats. Les rats qui, dans l'univers de Pugmire, utilisent des pouvoirs psychiques. Et du coup, il y a évidemment la possibilité de jouer des rats maintenant dans l'univers de Pugmire. Ensuite, dans les autres annonces qui ont été faites, on a la gamme They Come From. Donc, They Come From, c'est une gamme de jeux de rôle publiée par Onyxpass qui a pour but d'adapter différents films de genre. Donc, on a eu They Come From Beneath the Sea qui adapte les films de monstres des années 50. Du coup, à base d'extraterrestres, de fourmis, de périls rouges et déguisés sous la forme d'invasion de monstres. On a eu They Come From Beyond the Grave, qui est la même chose en film de vampires, garous et compagnie des années 70. On a eu une adaptation des films et des séries d'espions façon James Bond. On a eu un truc sur les films tels que Jason et les Argonautes, Le Clash des Titans et les séries comme Xena et Hercule. Et du coup, ils ont annoncé un supplément qui va s'appeler They Come From Witchford Academy, qui sera sur tous les films, séries, bouquins qui parlent en gros d'école de magie. Donc, évidemment, l'inspiration principale, ça va être Harry Potter, mais sans soutenir une autrice transphobe, va te faire foutre J.K. Rowling, comme d'habitude. Mais aussi, évidemment, toutes les séries en fait d'apprentissage de magie, donc ça va s'inspirer apparemment aussi de Luz Houseville, je crois que c'est la quête d'Eliwan aussi, où il y a aussi un truc comme ça. Bref. On a plein de bouquins, de séries et tout ça qui exploitent le côté école de créatures surnaturelles ou de magie. Même la série Wednesday, mercredi, est techniquement une série sur ce format-là. Donc ça fera sûrement partie des inspirations possibles. Au niveau des jeux se déroulant dans l'univers Earthbane, donc qui est une gamme de jeux qui propose plusieurs jeux qui se passent dans le même univers, mais à des différents points temporels. On a une gamme de jeux qui contient du coup The World Below. Attendez, c'est quoi déjà The World
C'est The World Below, voilà, qui est en fait un jeu de rôle médiéval fantastique de survie en souterrain. On a eu aussi financé par toujours, mais pas encore sorti, on a eu At the Gate, qui se passe dans le même univers, dans une vibe Final Fantasy Dragon Quest, donc inspiré des JRPG. On a eu Monster Kingdom, où le but c'est de jouer les méchants sur un continent où les gentils sont... où le bien et la lumière sont considérés comme des gros fanatiques dangereux. Et on joue du coup les orques, démons et autres qui essayent de survivre chacun dans leur royaume et de gagner de la puissance. Et du coup, ils ont annoncé un nouveau jeu qui allait se passer dans cet univers-là, donc encore à une autre époque ou sur un autre continent, on ne sait pas trop. Ça fait partie des mystères de cet univers, comment sont connectés les différents jeux de cette gamme. Mais du coup, ça va s'appeler Jade Storm, la tempête de Jade. Et l'idée, ça va être de faire quelque chose qui s'inspire de tout ce qui est film et comics en fait de Wuxia et de ce qu'on appelle les œuvres de cultivation. Donc tous les films à base de personnages qui pratiquent des arts martiaux pour devenir immortels, qui passent 300 ans sous une cascade à accumuler leur chi pour faire face à leur ennemi mortel, ce genre de choses. Vous avez 100 000 webtoons sur le sujet, plein de comics, plein de séries qui utilisent ce cadre-là. Donc là, dans l'univers de Jade Storm, ça sera suite au combat entre les seigneurs démons de cet univers-là. Ils se sont tous entretués et ont explosé en fragments de cendres de Jade qui, du coup, se sont répandus sur le continent, qui se sont infiltrés, implantés dans des objets, dans des arbres, dans des animaux et dans certains êtres humains. Et ce sont ces êtres humains que les personnages vont jouer qui seront des êtres qui disposent donc d'un potentiel de surnaturel, d'arts martiaux démoniaques qui leur vient de ces fragments, avec la possibilité, en défiant d'autres porteurs de fragments, de s'approprier leurs fragments pour augmenter en puissance. Donc il y aura normalement toute une mécanique de duel, toute une mécanique d'arts martiaux, de développement du pouvoir intérieur. Il y aura visiblement la possibilité de combattre des vagues d'ennemis par dizaines. Donc ça, pour l'instant, il n'y a pas encore de date, ce qui est assez logique, puisque du coup, ils ont commencé le développement de ce nouveau jeu. Mais factuellement, en fait, sur les 3 jeux dont j'ai parlé précédemment qui se passent dans le même univers, il n'y a que The World Below qui est vraiment sorti. At the Gate et Monster Kingdom sont en phase d'illustration et de fin de mise en page. Pour ceux qui ont backé, on a le PDF du manuscrit qui est pleinement jouable. Hein. Les jeux sont jouables, les jeux sont écrits. Et normalement, les PDF qu'on a on ne devrait pas bouger à 95%, 99%. Il y a juste en gros beaucoup de coquilles et tout ça qui vont être corrigées, mais normalement le cœur du jeu ne va pas bouger. Mais du coup, comme ces jeux de rôle-là ne sont pas encore sortis, ils ont annoncé qu'ils bossaient sur le prochain volume, mais ils n'ont pas encore annoncé de date pour cela. Normalement, d'après ce que j'ai pu voir dans le compte-rendu hebdomadaire qu'on a sur le suivi des projets chez Onyxpass, puisque Onyxpass communique beaucoup sur justement leur suivi de projet. Je pense que At the Gate devrait pas tarder à être arrivé pour les souscripteurs. Monster Kingdom devrait plutôt arriver à l'automne, je pense. En automne, peut-être début d'hiver, vu le rythme actuel.
Et c'est peut-être à ce moment-là qu'ils lanceront le financement participatif de Jadestorm. En tout cas, le jeu me fait très envie, moi qui suis un grand fan de cinéma, d'arts martiaux, de sabres chinois. Ça a l'air d'être... on en discute beaucoup sur le Discord de Onyx Pass, mais comme on a vu ce qu'ils ont fait avec Curseborn, après qu'ils aient... que White Wolf leur ait retiré Chronicle of Darkness, on se demande s'il n'y a pas des choses qui se passent par rapport à Exalted, et du coup s'ils nous préparent pas un nouveau jeu de rôle pseudo Exalted avec ce Jetstorm. Et le dernier panel sur lequel j'ai vu des informations qui me paraissaient pertinentes, c'est celui sur Sion. Donc Sion, c'est le jeu de rôle où on joue des demi-dieux, avec du coup une annonce dans un premier temps, sur les prochains mois, du déploiement des bouquins de la seconde édition de Sion sur la plateforme Nexus Demiplane. Donc c'est une plateforme où vous allez pouvoir acheter et consulter les bouquins en format HTML et créer vos personnages sur le site, et derrière les importer tout ça dans Roll20, la table de jeu virtuelle. Et donc là on va avoir une phase de déploiement des différents bouquins sur Nexus, sachant qu'on a déjà le bouquin Origine, Hero et le Kickstart. Ça, c'est ce qui est prévu pour les prochains mois. Et courant 2027, on aura la 3e édition de Sion qui va arriver. Du coup, une 3e édition qui va faire la transition sur la version Story Pass Ultra, puisque du coup, Sion a été le premier jeu qui a été développé avec le nouveau système Story Pass de Onyx Pass. Et ça se sent. Le jeu, j'aime beaucoup Sion, 2e édition, mais on sent clairement qu'il y avait un souci avec la finition du jeu, avec la relecture, puisqu'il bossait en parallèle en fait sur 2 jeux qui étaient Sion d'un côté et Trinity Continuum de l'autre. Et du coup, on sent qu'il y a eu des cafouillages au niveau de la rédaction de Sion. C'est surtout visible sur Sion, un peu moins sur Trinity Continuum, même s'il y a aussi des points qui buggaient et il y a eu un gros errata. Mais sur Sion, c'était particulièrement visible. Et du coup, tous les meneurs de jeux de Sion ont été obligés de faire des house rules pour gérer certaines choses ou interpréter la formulation de certaines règles. Donc, Sion reste l'un de leurs gros succès depuis le lancement de Onyx Pass et surtout de leur nouveau système Story Pass. Mais ils se sont bien rendus compte que maintenant qu'ils avaient plusieurs années à exploiter le Story Pass et surtout un bouquin qui a remis à plat le jeu, qui est le bouquin Story Pass Ultra, eh bien ils ont décidé de lancer, c'est en cours de développement, une 3e édition de Sion qui remettra à plat le jeu, en reprenant du coup, qui sera globalement incompatible avec ce qui a été sorti en 2e édition, puisque ça reste au final le même système, le Story Pass, mais réécrit pour le rendre un peu plus lisible, un peu plus cohérent, en enlevant un petit peu toutes les coquilles, en recentrant aussi le jeu beaucoup plus sur les Sions eux-mêmes, en mettant moins l'accent sur l'intervention des dieux dans le jeu, et plus sur l'influence du destin dans dans ce qui va arriver au Sion. C'est à peu près tout ce qu'on sait sur cette 3e édition de Sion. On sait juste que c'est prévu donc pour une sortie en 2027, donc sûrement un financement participatif en 2027 et une sortie en 2028 ou je ne sais quoi. Voilà. Mais du coup, c'était le petit bilan de cette convention virtuelle d'Onyx Pass.
Et du coup, moi, vraiment, ce que je retiens, ça va être le supplément sur Seattle pour Curseborn. J'ai très envie de le voir, ne serait-ce que pour toute la partie sur l'aide au développement de sa propre ville dans cet univers-là. Le supplément aussi sur Curseborn Covenant pour voir le niveau supérieur. Et évidemment Jetstorm, un jeu qui s'inspire des films de sabre chinois et de tout ce qui est les webtoons et bouquins et BD de cultivation. Ça va être un truc qui me parle énormément. Bon, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour des annonces d'Onyx Pass, on va pouvoir passer aux autres news importantes, avec l'arrivée d'une nouvelle plateforme de vente de jeux de rôle au format numérique, qui se propose en fait comme une alternative à DTRPG, à DriveThruRPG et à itch.io, qui s'appelle donc RPG Trader. Alors, ça se présente un petit peu comme une marketplace pensée avant tout pour les indés. En gros, il se place un petit peu comme une version intermédiaire entre ce que propose DriveThruRPG et itch.io, puisque d'un côté on a DriveThruRPG qui est l'énorme plateforme hégémonique qui concentre en fait tout ce qui sort en format numérique en termes de jeux de rôle en anglais et dans d'autres langues. Mais la DTRPG, il faut savoir qu'il y a une commission de 40%. En fait, quand vous publiez quelque chose sur DriveThru, DriveThru encaisse 40% du chiffre de chaque vente. Si j'ai bien lu si mes informations sont justes. Bref, c'est tout à fait viable pour des gros éditeurs qui peuvent peut-être se permettre, en fait, parce qu'ils vendent beaucoup, de filer en fait cette marge à DriveThru. Pour des indépendants, c'est déjà plus complexe. L'alternative, c'était itch.io. Itch.io, c'est une plateforme qui est à la base destinée aux jeux vidéo indépendants, mais qui s'est étendue aux romans, aux comics, et donc aux jeux de rôle, mais qui n'est pas pensé pour ça. itch.io est beaucoup plus intéressant pour les indépendants, puisque à la base, itch.io ne prend que, par défaut, 10% de commission. Mais avec la possibilité pour les créateurs de descendre la part de la commission de itch.io à 0%. Sur itch.io, si vous le décidez, vous pouvez encaisser la totalité du montant de vos achats. Mais voilà, le problème de itch.io, c'est son ergonomie. Le site est une catastrophe pour retrouver en fait des pour être mis en avant. Pour vous donner une idée, sur itch.io, les jeux de rôle n'ont pas de catégorie à part. C'est une sous-catégorie de tout ce qui est physical game. Même si votre jeu n'existe que en format numérique, il sera répertorié dans physical game, qui est en fait opposé, ce qu'ils mettent en fait à tout ce qui n'est pas jeu vidéo. Donc tout ce qui est jeu de plateau, jeu de cartes, jeu de rôle et tout ça, c'est du physical game sur itch.io. Et arriver à se retrouver là-dedans, c'est un bordel sans nom. Du coup vient RPG Trader, qui donc a été lancé le 9 juin, qui est pour l'instant en version bêta, qui, d'après les infos que j'ai lues sur l'article consacré à The Rascal, prend une commission qui, si j'ai bien lu, s'élève à 15%. Donc un peu plus que itch.io, mais largement moindre que DriveThru. Ah, petit Sandrone qui est du coup écrit du jeu de rôle me corrige un petit peu. Sur itch.io, c'est les créateurs qui choisissent la catégorie, et du coup, comme il n'y avait pas de catégorie jeu de rôle, ils ont investi la catégorie physical game.
Ce qui me paraît effectivement assez logique. Mais du coup, RPG Trader s'est lancé avec cette idée de proposer une alternative destinée principalement aux auteurs indés. Ils ne se placent pas, ils savent qu'ils font pas le poids face à Drive-Thru RPG, ils ne veulent pas le supplanter, c'est pas un Drive-Thru killer, ils le disent très clairement dans leur communication, entre autres sur l'article qui en parlait sur The Rascal. Mais l'idée, c'est de proposer quelque chose qui soit un peu plus mieux foutu que itch.io pour mettre en avant votre jeu indépendant, avec quelque chose de beaucoup plus avantageux en termes de commission par rapport à Drive-Thru RPG, et avec une politique très claire, pas de contenu généré par de l'IA générative, que ce soit en termes d'image ou de texte, avec entre autres une double vérification, une vérification des contenus par un outil automatisé et par des vérifications par des modérateurs sur le sujet. Il sera possible, entre autres, en cas de suspicion de contenu généré par IA, de signaler le produit à RPG Trader pour qu'il vérifie. Et tout produit qui intégrera des illustrations et des textes générés par IA sera retiré dans un premier temps, ne sera plus visible sur la plateforme. Elle y sera toujours présente et les créateurs recevront un avertissement leur invitant à trouver une alternative. Et si par contre effectivement ils ne s'y plient pas, là ils sautent de la plateforme. Évidemment, cela ne couvre pas, ils l'ont dit par contre que parce qu'il n'y a pas moyen vraiment de vérifier ça ne couvre pas ce qui va être la correction, enfin les outils annexes, à savoir quelqu'un qui fait de la correction automatique par IA ou ce genre de choses. Ça, c'est des usages, on va dire, entre guillemets, acceptables. Par contre, effectivement, je pense aux traductions automatisées par IA, qui reprend des formules, on va dire, compliquées. Normalement, ça devrait pas passer. Donc, ouais, moi, j'ai envie de voir comment ça va se développer. Du coup, ça va être et si ça met plus en avant les produits des indépendants en rendant ça, parce que faire une curation aujourd'hui, on va être très clair, moi les sorties en dehors des gros éditeurs, je fais vite fait une curation chaque semaine sur Drive-Thru RPG, je fais très rapidement un tour sur itch.io, mais ça me permet pas de vraiment voir les sorties par les indépendants. Donc j'espère que du coup cette nouvelle plateforme me permettra de faire une curation et de mettre un peu plus en avant les créateurs indépendants de façon plus simple pour moi chaque semaine. Ensuite, le point suivant sur lequel je voulais discuter avec vous, c'est le report. Alors, un report temporaire pour l'instant, je l'espère, du jeu de rôle Wolfenstein RPG. Du coup, pour rappel, ça avait été annoncé au début de cette année. Modifius avait récupéré les droits pour faire une version jeu de rôle de Wolfenstein. Du coup, le jeu de rôle où on bute des nazis. Donc, futur meilleur jeu de rôle de l'univers. C'était obligé. Donc, voilà. Sauf que, pour le moment, c'est ce qui devait en fait arriver, à l'automne 2026, a été repoussé au moins jusqu'à 2027, sans préciser plus de délai, un délai plus clair que cela.
Il faut savoir que c'est peut-être lié à des circonstances qui n'ont rien à voir avec Modifius, mais qui ont tout à voir avec ce qui se passe actuellement chez Microsoft et Bethesda, qui est le propriétaire de Machine Game, le développeur, puisque l'éditeur c'est Bethesda justement, le développeur des jeux Wolfenstein. En gros, en ce moment, c'est la merde chez Microsoft. Il faut savoir que on a depuis rien que sur le mois de juillet, on a eu 3200 employés de Xbox et de tous les studios qui appartenaient à Xbox et tout ça qui ont été virés. On a je ne sais pas combien de studios qui soit ont été purement et simplement fermés, soit on essaye de leur donner une chance de regagner leur indépendance. Autrement dit, ils veulent voir si quelqu'un veut bien racheter le studio avant de le fermer définitivement. Je vous invite à aller voir, entre autres, les dinals de Gotoz sur la chaîne Origami sur YouTube. Il en parle beaucoup. Ça en parlait évidemment aussi dans l'hebdo d'Origami sur les 3 dernières hebdos du vendredi sur Origami. C'est une hécatombe. Vous avez aussi le dernier Un train de retard de Exerve qui en parle. La dernière vidéo de Monsieur Plouf, pareil. Vous avez plein de sujets en termes de youtubeurs ou podcasteurs jeux vidéo qui parlent de ce qui se passe en fait chez Xbox en ce moment. Entre ça et Sony qui a décidé de faire disparaître le support physique et donc tout en fermant à côté certains de leurs stores numériques. Meilleur move Sony, fuck Sony, j'ai envie de dire fuck Sony, fuck Xbox en ce moment, c'est une hécatombe chez les deux grands, vraiment. Mais du coup, il est possible que la situation chez Microsoft / ZeniMax / Bethesda / Machine Game ait un impact sur la gestion de la licence Wolfenstein 3D, Wolfenstein, et du coup sur le développement du futur jeu de rôle en partenariat avec Modifius. On n'a pas de réponse claire sur ça. C'est juste un énorme... ce qui me semble en fait le plus logique. Du coup, visiblement pas de poutrage de nazis en jeu de rôle pour 2026. En tout cas, avec ce jeu-là, je vous rappelle que si vous voulez poutrer du nazi, il y a une pléthore de jeux de rôle qui s'offrent à vous. C'est con, mais Modifius arrête Achtung Toulouse, donc c'est dommage. Mais la gamme Achtung Toulouse est normalement encore trouvable en PDF, donc vous allez pouvoir péter la gueule de nazi, mais il y aura plus de nouveaux suppléments qui vont sortir pour Achtung Toulouse. Vous avez aussi chez Rowan Rook and Deckard, vous avez Hit the Reich, où vous jouez des vampires lâchés dans Paris en 1944, je crois, pour aller buter Hitler. Bref, il y a des alternatives à Wolfenstein si vous voulez buter du nazi. Et on le rappelle, c'est toujours quelque chose d'éthique à faire. Sur Roblox, évidemment. Pas dans la vraie vie, bien sûr. On se calme, la DGSI. Petite annonce rapide pour les fans de Dragonbane, donc le jeu médiéval fantastique de Free League, qui est adapté de Drakars et Démons, qui était l'équivalent de Donjons et Dragons chez les Suédois, avec des canards comme dans RunQuest.
eh bien, il y a 2 suppléments qui ont été annoncés qui arriveront le 25 août. On a un supplément de contexte avec la ville d'Arkland, la cité des vagues et des flammes. Bon, en gros, ça va être un gros bouquin qui décrit une ville avec lieux destinés à être mis en scène dans des scénarios, des pirates, des donjons, bref, tout ce qui va. Et oui, effectivement, Sylvain Millon, il y a des canards. Je te présente un canard de l'univers de Dragonbane. Donc des canards humanoïdes. Lui, il a l'air d'être assez vénère. Et à côté de ça, on va avoir un gros supplément sur la magie, avec tout le développement de tout plein de règles alternatives sur la magie, avec les règles, avec 9 nouvelles écoles de magie: la démonologie, l'harmonisme, l'illusionnisme, la nécromancie, le symbolisme, la sorcellerie, l'alchimie, l'enchantement et la dracomancie. Et évidemment des nouveaux sorts pour les écoles existantes. Bref, plein de matos pour les magiciens de Dragonbane, pour que votre canard puisse lancer plus facilement des boules de feu, je suppose. Personnellement, Dragonbane, je n'ai pas accroché. Je sais que ça a ses fans, donc si jamais vous en faites partie, sachez que vous allez pouvoir vous mettre, et si vous lisez l'anglais, des nouveaux suppléments sous la dent à partir de fin août. Voilà. Alors, la grosse annonce qui est arrivée cette semaine, c'est l'arrivée prochaine d'un jeu de rôle officiel, Anne Rice. Du coup, des bouquins de Anne Rice, de son univers, ce qu'ils appellent le Immortal Universe d'Anne Rice. Ça veut dire des bouquins sur les vampires, à commencer par Entretien avec un vampire, Lestat et compagnie. La trilogie, je crois que c'est une trilogie des sorcières, les Mayfair Witch. Tout ce qui va être aussi tourné autour de Memnoch le démon et ainsi de suite. La Tamalaska. Bref, on va avoir un jeu de rôle basé sur les romans d'Anne Rice. Ça va être publié par Renegade Game, qui, de façon très amusante, vient de perdre le développement des bouquins Vampire la Mascarade 5e édition, qui ont été rapatriés en interne chez White Wolf. Et donc, ils nous sortent un jeu de rôle qui va adapter Entretien avec un vampire, qui a été la première source d'inspiration du jeu de rôle Vampire la Mascarade en 1991. Ça me fait un petit peu sourire. Mais du coup, j'ose espérer que voilà, ça sera... Alors, Renegade Game, je suis assez mitigé sur eux, parce que d'un côté, tout leur taf sur le World of Darkness V5, donc Vampire, Werewolf, Hunter, il est pas trop dégueu, même si j'ai des gros problèmes avec certaines choses, entre autres Werewolf qui nous dit non mais certaines entreprises, c'est pas des méchants, je suis désolé, ça passe pas. Par contre, de l'autre côté, Renegade Games, c'est aussi une boîte qui a fait des jeux de rôle qui sont très moyens sur des adaptations de licences que sont Transformers, Power Rangers et G.I. Joe. Du coup, d'après ce que j'ai compris, ce nouveau jeu de rôle, donc Immortal Universe d'Anne Rice, n'utilisera pas du tout le même système de jeu que leurs autres adaptations.
qui du coup en plus bascule leur adaptation de Power Rangers, comment dire, G.I. Joe et Transformers, passe en Donjons et Dragons 5. Mais du coup, d'après ce que j'ai compris, ça n'utilisera pas du tout le même système qu'ils ont sorti pour leurs autres jeux adaptés donc de licence. On est sur un nouveau système qui va entre autres être axé sur une narration comment dire, partagée, où les joueurs vont avoir la possibilité de prendre le contrôle de la narration pour définir en fait réécrire en fait des scènes ou jouer des flashbacks. Par exemple, quand ils jouent à un vampire, ils peuvent générer un flashback qui se passe plusieurs siècles auparavant, qui va expliquer comment on en est arrivé à cette situation-là. Bon, par contre, ça met en avant qu'il y aura trois formes de dégâts, à savoir les dégâts physiques, psychologiques et émotionnels. Je sais pas ce qu'on doit en tirer. Je sais pas pourquoi ils mettent ça en avant. Mais du coup, je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont en faire. Du coup, on va avoir au départ un starter set centré sur Entretien avec un vampire, un bouquin consacré à la Nouvelle-Orléans, et donc le jeu de rôle qui sera surtout centré visiblement sur les vampires au départ. C'est prévu sur Backer Kit pour cet automne. Je crois qu'ils ont prévu ça pour octobre, si je ne dis pas de bêtises. Non, ils donnent pas de date précise. On sait juste que ça sera en automne de cette année. Et du coup, je vous mets le lien si vous voulez suivre le projet. Je sais qu'en tout cas, moi, je vais surveiller ça d'un œil circonspect, comme je dis, puisque Renegade, ils peuvent faire du très bon comme du très mauvais, comme je l'ai dit. Et malheureusement, en termes d'adaptation de licence, jusqu'à présent, ça penchait plutôt du côté du très mauvais. Et la dernière news avant de passer au financement participatif, c'est l'annonce d'un supplément Godzilla pour le jeu de rôle Marvel Multiverse. Donc, comme il y a une série de comics Godzilla dans l'univers Marvel, avec des crossovers avec les Avengers, avec Spider-Man et compagnie, ils ont décidé, je suis désolé, mais j'arrive pas à prendre ça au sérieux, ils ont décidé de faire un supplément Godzilla pour le jeu de rôle de super-héros Marvel Multiverse. Donc, c'est prévu pour novembre de cette année. On sait que du coup, il y aura des règles pour jouer les kaijus. Je suppose du coup qu'il sera possible que les personnages jouent des kaijus. Je vois pas trop comment ça va se présenter. Mais bon, je pense que ça va surtout être un bouquin de mobs à aller affronter pour vos super-héros. Sachant que l'univers Marvel, mine de rien, il y a des gros monstres dedans. Il y a Godzilla, puisque maintenant c'est officiel, Godzilla est canon dans l'univers Marvel. Mais il y a aussi le dragon géant Fin Fang Foom et son slip violet. Il y a une espèce de pseudo Godzilla avec un drapeau américain tatoué sur sa gueule, qui est en fait un soldat un soldat américain irradié qui est devenu donc un lézard géant qui hurle tel un Pokémon qui hurle USA tout en permanence. Du coup, il y a des gros monstres dans l'univers de Marvel, donc je pense que ils peuvent effectivement faire tout un supplément sur le sujet. Je me demande simplement si je sais pas si Marvel a
a les droits que pour Godzilla chez la Toho, ou si, comme IDW, ils ont aussi les droits des autres kaiju qui apparaissent dans les films Godzilla. Du coup, est-ce qu'on aura les profils de Rodan, de Mothra, de Ghidorah et compagnie? Ça, je ne sais pas. Mais ça veut dire qu'on a deux jeux qui... on a plusieurs jeux de rôle qui mettent à l'honneur Godzilla, qui devrait sortir d'ici la fin de l'année, puisque on a eu le financement participatif pour le jeu de rôle Godzilla qui adapte les comics de IDW. Et du coup, on a ce supplément pour Marvel Multiverse qui arrive. Voilà. Godzilla a l'air d'être à la mode dans le jeu de rôle. On va du coup pouvoir passer au financement participatif pour cette semaine avec le financement participatif d'un jeu de rôle dont je vous ai parlé la semaine dernière, dont le financement là vient d'être lancé depuis 3 jours, si je ne dis pas de bêtises, qui est donc le Maryshire Detective Club, qui est donc le jeu de rôle d'enquête utilisant le système Gumshoe dans un univers, en gros, ça se passe dans un équivalent de la comté, sauf qu'évidemment, comme les Hobbits et la comté, c'est une marque déposée et que les ayants droit de Tolkien, voilà, patati patata. Ici, c'est des halflings et compagnie, des halflings, des nains, comment dire, il y a 4 peuples qu'on peut jouer, halflings, donc en gros des hobbits, les nains, les pukas, donc qui n'est pas mon chat ici, hein, mais qui est des créatures du coup animales, avec l'aspect animal, et les bogarts qui sont des fées un petit peu du côté obscur. Et du coup, on a ce jeu qui est un jeu d'enquête, se passant dans un équivalent de la comté, qui est pensé pour être un jeu d'enquête cosy, où voilà, discuter autour du thé résout la moitié des disputes. Où les boulangers locaux peuvent avoir des bagarres durant depuis toute une vie, où des cousins apparaissent quand c'est utile, des rancunes, merci, des rancunes qui durent toute une vie, des cousins qui apparaissent au moment le plus adéquat, et où des traces de pas mènent toujours à quelque chose d'intéressant. J'aime beaucoup la phrase d'accroche. Alors, si vous avez lu, le Hobbit en anglais, ça commençait par In a Hole in the Ground, Live Hobbit. Et donc là, l'accroche, c'est dans un trou dans le sol, ils ont trouvé un corps. Et du coup, c'est motorisé en Gumshoe qui est le système de Pelgrane pour tous leurs jeux d'enquête, que ce soit Trail of Cthulhu, Night Black Agent, le Roi en jaune, le Sword of the Serpentine, qui n'est pas un jeu d'enquête d'ailleurs. Mais du coup, on va avoir un jeu d'enquête avec des compétences d'investigation telles que le fait d'écouter aux portes, d'être nosiness, donc de se mêler de ce qui ne vous regardez pas, d'étudier la généalogie d'un lieu, d'être poli. La politesse est une compétence ici d'enquête. Donc, c'est clairement pensé avec le fait de s'arrêter pour prendre le thé ou organiser un repas donne un gros bonus. Bref, j'en ai parlé la semaine prochaine, ça a l'air d'être très orienté vers l'enquête, un petit peu second degré, où
On va être un petit peu à la Hot Fuzz avec ce village apparemment tranquille, mais où il y a des morts qui tombent chaque semaine. J'attends de voir. Je sais pas si je vais le backer celui-là, hein. J'avoue qu'il me fait envie. Il me fait envie, mais peut-être pas encore assez pour le backer. Il faut savoir que le pledge full PDF est à 20. Hop. Voilà, le full PDF est à 20 livres, donc on va être un petit peu au-dessus de 20 euros. Pour l'instant, il calcule ça 22 euros. Faut savoir que les Pelgrane, c'est une boîte anglaise, du coup, les frais de port sont pas non plus trop monstrueux si vous décidez de prendre la version physique à 35 livres. Donc à 39 euros. Je crois qu'on est un peu moins de 10 euros de frais de livraison depuis l'Angleterre. Ah ouais, non, on est sur 20 euros de frais d'envoi, hein, donc je ne sais pas si je vous recommande la version physique. Prévu pour arriver fin mai 2027. Voilà. Du coup, par contre, effectivement, 20 euros de frais de port, je vous recommanderais donc plutôt de prendre la version PDF si jamais vous devez le prendre. Ah la vache! Pourtant, d'habitude, quand je commande chez les bouquins de Pelgrane, je paye beaucoup moins cher de frais de port. Là, il y a à mon avis une augmentation des frais de port depuis l'Angleterre que j'ai pas vu passer, qui a fait très mal. La vache. Projet suivant que j'avais envie de vous parler, c'est Barkadan, un jeu de rôle inspiré des mythes et légendes philippines. Donc, c'est un jeu de rôle de fantasy, de high fantasy et d'horreur qui est inspiré donc par les Philippines, alors l'auteurice, puisqu'il est non binaire, explique très clairement qu'il ne s'agit pas d'un jeu de rôle sur l'histoire et sur les mythes et légendes philippines, je sais pas comment on dit, puisque lui-même en fait ne se définit pas comme philippin. Il explique qu'il est d'origine philippine ou philippine, je sais pas c'est quoi l'adjectif. Mais qu'il a surtout, en fait, vécu au Canada. Donc, ils ont une vision extérieure de la culture philippine. Et donc, ne s'estiment pas, adéquate pour faire un jeu qui serait complètement sur cela. Donc ils proposent un jeu de rôle qui s'inspire de leur héritage sans être une transcription complète. On est donc sur un jeu de rôle où vous allez jouer un groupe de gens relativement normaux, mais liés entre eux par une communauté. Ça peut être par exemple les voisins vivant dans un même immeuble, ça peut être des amis d'enfance, ça peut être des gens qui ont été élevés par la même, ce qu'ils appellent une Lola, qui est en gros une grand-mère, mais dans le sens grand-mère de cœur, hein, pas une grand-mère familiale. Et du coup, vous allez tomber sur des événements surnaturels dangereux, des histoires de démons et de fantômes et de monstres qui attaquent votre communauté, et tenter de résoudre tout ça.
avec entre autres des démons liés à une entité, un dieu du cannibalisme, de la faim qui infecte la ville. Les magiciens qui pour acquérir leur pouvoir sont obligés de pratiquer des actes de cruauté et tout ça. Le tout est utilisant un système qui est propre au jeu qui s'appelle Legacy and Saga, qui du coup est pensé pour être un jeu basé sur des arbres de compétences plutôt que sur des classes de personnages. On n'en sait pas plus pour le moment. Mais je dois avouer que moi j'ai backé direct parce que on commence. J'ai envie de soutenir en fait des projets indépendants comme ceux-là qui sortent un petit peu des cadres classiques de la fantasy telle qu'on l'a habituelle, inspirée donc soit d'une Europe fantasmée, soit d'une appropriation de la Chine ou du Japon, hein, ce qu'on a par exemple par Legend of the Five Ring, alors je veux pas lancer la pierre à Akae, Olivier Sanfilippo, mais voilà, le fait est que l'Empire des Cerisiers, c'est un jeu qui s'inspire du folklore japonais, qui n'est pas écrit par une personne concernée, donc il y a quand même quelque part un petit peu une forme d'appropriation culturelle là-dedans. Mais du coup, là, on a quelque chose qui s'inspire d'une culture différente, qu'on est prêt à découvrir. Ça s'inscrit un petit peu, je trouve, dans la lignée de projets comme Coyote and Crow, qui a été écrit par des personnes natives américaines, Paisa Hero, qui a été écrit par des afro-descendants. Et c'est des projets que j'ai envie de soutenir, de découvrir autre chose, quoi, d'autres univers de jeux inspirés par d'autres folklores que ceux auxquels on est habitué, quoi. On est donc sur un projet, par contre, qui a un objectif à 11 000 € et pour l'instant, on n'est qu'à 1 600 €. 33 contributeurs seulement. Autrement dit, c'est pas bien lancé. J'espère que ça va décoller. Surtout que la version PDF est disponible pour 25 $ canadiens. Ça veut dire pour un peu plus de 16 €. Enfin, je trouve que c'est très largement accessible. C'est prévu pour février 2027. Bref, si comme moi vous êtes un peu curieux de découvrir d'autres univers de jeux, je vous invite à y jeter un coup d'œil et backer si ça vous intéresse. Du coup, sur les mythologies philippines, la mythologie des Philippines, Sandrone m'a partagé un petit lien que je vous partage du coup dans le chat. Pour ceux qui sont sur Twitch, et que je mettrai évidemment en lien sous la vidéo sur YouTube pour que vous puissiez effectivement aller voir. Donc il nous indique qu'il s'agit d'un site reconnu par des natifs mais tenu par un non natif. C'est important effectivement de voir ça. Et du coup, voilà, enlever le story pour avoir la page principale. Je me le mets de côté, Sandrone. Je te remercie en tout cas de l'avoir partagé. Et on va pouvoir passer à la suite des financements participatifs. Avec, du coup, quelque chose de complètement différent, vu qu'on va être sur de la grosse science-fiction qui tâche. Avec Children of Time chez Rowan Rook and Descartes. Donc les éditeurs, entre autres, de It's the Reich, mais qui sont aussi les éditeurs de The Spire, The City Must Fall, de Earth, et d'autres jeux. Donc
un éditeur que j'apprécie énormément, qui nous propose là du coup un jeu de rôle de SF qui se joue sur des millénaires. L'idée, c'est en gros, on ne joue pas un personnage fixe en tant que joueur. On va jouer des groupes qui sont sur un vaisseau Arche qui explore la galaxie à la recherche d'une planète habitable pour permettre à l'humanité de survivre. C'est tiré en fait apparemment d'une série de romans de science-fiction écrits par Adrian Tchaikovsky qui s'appelle Children of Time. Personnellement, je ne connais pas. Oui, voilà, le principe, c'est les vaisseaux générationnels, c'est-à-dire un vaisseau qui est envoyé tel une arche avec l'espoir désespéré de pouvoir trouver en fait une planète habitable alors que la Terre est condamnée. Donc, ces vaisseaux-là vont voyager pendant des milliers et des milliers d'années en espérant arriver jusqu'à une planète pouvant être habitée. Et en fait, on va jouer les habitants de ces vaisseaux. Alors, ou ceux qui découvrent la planète en question et découvrent que la planète, entre-temps, elle est devenue habitée parce que les processus de terraformation qui ont été envoyés en avance pour terraformer la planète ont permis l'émergence du coup d'une autre forme de vie intelligente sur celle-ci, avec lesquelles il va falloir peut-être partager. Donc, apparemment, dans les romans, c'est une forme de vie arachnide qui se développe, mais le principe de jeu de rôle, c'est qu'on va pas suivre forcément cette chronologie, on va pas suivre ce vaisseau génération-là. On va créer sa propre histoire, aussi bien dans le voyage que dans la découverte du monde à habiter. Et du coup, le jeu va se baser sur les outils développés dans un autre jeu de rôle qui s'appelle Legacy Life Among the Ruin, qui est un jeu PBTA où on jouait en fait dans un monde post-apocalyptique, on jouait les familles, les groupes de survivants au sein d'un monde apocalyptique sur différentes générations. Ça va reprendre ce principe-là où on va jouer du coup les différents groupes importants qui vivent sur ce vaisseau monde, ce vaisseau Arche, et chaque partie va en fait avoir lieu, va mettre en scène une nouvelle génération sur ce vaisseau face à une crise, à une série de problèmes qui vont définir qui vont définir en fait cette époque. Du coup, il y a tout un principe d'horloge repris d'autres jeux tels que évidemment Blade in the Dark et ainsi de suite. Le Inferno Clock, voilà. On joue donc surtout les générations et on joue juste un personnage à cette époque-là, et puis hop, on fait une avance rapide à la prochaine crise qui aura peut-être lieu 100, 200, 400 ans plus tard. Avec du coup, on jouera aussi la façon dont la société au sein du vaisseau, elle va évoluer au fur et à mesure des siècles sur cette partie-là. Du coup, voilà, on est sur de la bonne grosse SF qui tire presque vers de la hard SF. Hein. On n'est pas sur du space opéra du tout. Et du coup, ouais, je dois avouer que c'est pas un truc qui me fait envie.
ce genre de façon de jouer. J'ai déjà Legacy, hein, donc et Legacy, il y avait plein de petites choses. On pouvait jouer, entre autres, des chasseurs de kaiju à la Pacific Rim. On pouvait jouer des animaux évolués. Bref, il y avait plein de choses un petit peu bizarres et gonzo dans Legacy que visiblement on ne retrouvera pas dans ce jeu qui a l'air vraiment très science-fiction plausible. Et du coup, moi je trouve ça un peu chiant. Je suis désolé. Donc, je ne doute pas de la qualité du produit, hein. Comme j'ai dit, je suis très fan des bouquins de cet éditeur. J'ai pratiquement tous leurs jeux. Et je les trouve très bien. Mais du coup, c'est peut-être le seul sur lequel j'ai pas envie de souscrire directement, où je vais attendre de voir ce que ça va donner. Après, je sais que la SF un petit peu plus brute, c'est quelque chose qui est demandé par pas mal de joueurs qui justement en ont un peu marre de la science-fiction space opéra ou un petit peu trop légère et qui cherchent des choses un petit peu plus qui tapent un peu plus dans le dur. Du coup, effectivement, je pense que ce jeu a son public. Les chiffres le montrent, hein, de toute façon, puisqu'on on a été à un objectif de 46 000 €, ils en sont à 110 000. Il y a presque 1000 contributeurs, on a dépassé les 900, alors qu'il reste une vingtaine de jours pour suivre le projet. Donc, le projet, il est très largement suivi. Donc, il y a une clientèle, hein, pour ce côté hard SF, où il y a une clientèle pour les jeux Rowan, Rook and Descartes, hein. Comme je l'ai dit, je pense que je suis pas le seul à apprécier ce qu'il propose. Après, il faut savoir qu'au niveau du PDF, si vous voulez juste le PDF, vous prenez le pledge. Je veux juste le PDF. C'est du coup 30 livres, donc à peu près 38 €. Et du coup, Sandrone, tu le dis, c'est cher, c'est pas donné. Après, je crois que le bouquin, ça va être un gros machin. Est-ce qu'ils mettent le nombre de pages qu'ils ont prévu? À voir. Après, sachez qu'il y a un kit de démo qui est disponible sur le jeu. Avec, si vous voulez vous faire une idée. Mais sachez, voilà, que le pledge d'entrée, il est à 30 livres. Le pledge avec toute la PDF, tous les PDF, toutes les récompenses, donc il y a tout ce qui sera débloqué dans la campagne, ça s'élève quand même à 50 livres, 59 €. Pour uniquement du PDF, ça piquante un peu. Du coup, je dois avouer très clairement que la barrière du prix fait que... Ouais, non, je backerai pas. Je vais attendre qu'ils sortent. S'il y a vraiment de très très bons retours, je me laisserai peut-être tenter, surtout si je sais qu'il y a régulièrement des promos sur les jeux Rowan, Rook and Descartes sur Drive-Thru, donc je pense que je me laisserai plus tenter par effectivement des soldes ou une promo quand il sera sorti. Enfin, au niveau des financements participatifs, c'est dont je voulais vous parler cette semaine, on a le financement participatif du coup de Justice League Unlimited Role Playing Game. Donc le jeu de rôle de la Justice League, hein, de l'univers DC, le nouveau jeu de rôle adaptant l'univers DC de super-héros, qui a été lancé sur GameFound. Donc jeu de rôle qui du coup est coécrit par Mark Waid, donc qui est un auteur de jeux de comics, qui est entre autres l'auteur de Kingdom Come, des Superman, Batman, World Finest, qui coécrit ça avec Cam Banks, qui est l'auteur du Cortex et qui a entre autres
écrit ma version préférée du système Cortex, qui est celle de Marvel Heroic Role-Playing, qui est pour moi l'un des tout meilleurs jeux de rôle de super-héros du marché. Et du coup, les game designers, eux, sont d'une boîte brésilienne qui est Devin Culture, donc qui s'appelle Peterson Rodriguez et Luca Conti. Et alors, j'ai lu le comment dire le Kickstart, la présentation du jeu. Ça a l'air d'être très classique en fait. On est sur un principe système de jeu 1 dé de 20 plus des bonus et il faut faire au-dessus d'une difficulté. Voilà. Les personnages sont définis en fait par une origine qui va définir le type de pouvoir auquel ils ont accès. Genre, si vous jouez un kryptonien, bah, logiquement, vous avez tous les pouvoirs qui vont avec le fait d'être un kryptonien, la force, le vol, les rayons thermiques. Si vous jouez une Amazone, bah, vous avez une force et une endurance supérieure. Vous avez un archétype comme le Dark Knight à la Batman ou à la Midnighter, qui utilise le subterfuge et la technologie. Vous avez le génie à la Mister Terrific et tout, qui va pouvoir vous pondre des gadgets et tout ça. Et toutes les capacités spéciales du personnage sont gérées par des pouvoirs. Bref, on est sur du très 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 classique. En toute honnêteté, le jeu, je vais pas le soutenir pour une simple et bonne raison que j'ai une pléthore de jeux de super-héros qui me permettent déjà de faire la même chose avec des systèmes qui ressemblent beaucoup à celui-là, y compris des jeux de rôle officiels DC. Du coup, clairement aujourd'hui, moi en tant que joueur avec une ludothèque très riche contenant beaucoup de jeux de super-héros, je n'ai pas vraiment d'intérêt, selon moi, à backer ce jeu. Maintenant, si vous êtes fan de l'univers DC et que vous n'avez pas, comme moi, des jeux de rôle à plus savoir quoi en faire, le système de jeu me paraît très solide, supervisé, parce que du coup, c'est pas écrit par Cam Banks. C'est écrit par deux auteurs que je ne connais pas, mais c'est supervisé par Cam Banks. Et rien que pour ça, j'ai envie de donner mon blanc-seing à ce projet, parce que je sais qu'aux commandes, il y a quelqu'un qui sait écrire du jeu de rôle de super-héros de qualité. Maintenant, voir si vous avez envie de backer, sachez que le pledge full PDF, donc qui contient du coup, si j'ai bien compris, parce que du coup j'ai pas c'est l'un des premiers jeux que je vois sur GameFound, donc j'essaye de comprendre un petit peu leur système, mais du coup le Year One comprend les 3 bouquins, mais je sais plus ce qu'il y a en fait dans les 3 bouquins. Je crois qu'il y a un bouquin du meneur de jeu, un bouquin des joueurs et une campagne, si je dis pas de conneries. Et du coup, c'est 60 € pour l'ensemble des PDF. Ça a pas l'air, c'est pas honteux comme tarif. Ah voilà, les 3 livres, c'est ici. Du coup, on a le livre de base, protocole de crise, qui est du coup tous les méchants
et les scènes en fait que vous voulez pouvoir mettre en jeu, et The Watchtower qui est un recueil de scénarios. Donc en gros, livre de base, livre de menaces et livre de scénario. Et ouais, du coup, si vous êtes fan de l'univers DC, que vous n'avez pas de jeu de rôle de super-héros ras la gueule, j'ai envie de vous dire, why not? Si par contre, comme moi, vous en avez beaucoup, je vois pas trop l'intérêt aujourd'hui. Je me laisserai peut-être tenter une fois que le jeu sera sorti, si on a vraiment beaucoup de retours positifs. Mais aujourd'hui, j'ai du mal à me motiver pour cela. Mais comme j'ai dit, c'est peut-être juste parce que j'ai trop de jeux aujourd'hui de super-héros. Et rien que des jeux d'essai, j'en ai 3, si je dis pas de conneries. Ouais, je crois que c'est ça, hein, puisque j'ai la version Mutant and Mastermind, j'ai la version d'essai des années 80. Non, donc j'en ai deux. Hein, mais oui. Voilà. Le souci, en fait, je sais qu'il y en a certains qui vont peut-être me dire, oui, mais t'as 30 000 jeux de Medieval Fantastique, de Medieval Fantasy, ça t'empêche pas d'en acheter des nouveaux régulièrement. C'est vrai. Sauf que justement, j'essaye d'acheter des jeux Medieval Fantasy, Heroic Fantasy, qui me proposent des nouvelles choses. Quand j'ai backé, par exemple, Monster Kingdom de chez Onyx Pass, c'est parce que justement, Monster Kingdom proposait de jouer, entre guillemets, des méchants, entre guillemets, qui cherchent à accumuler plus de puissance. C'était différent de ce que me propose Donjons et Dragons. Et voilà, c'était la proposition d'un univers original aussi avec ça. Là, c'est l'univers DC. J'ai déjà deux jeux de rôle officiels de DC Comics, plus je sais pas combien de jeux de rôle super-héroïques génériques qui me permettent de faire du DC aujourd'hui. Du coup, je suis peut-être effectivement trop blasé. Du coup, je vais attendre pour ce jeu, je vais attendre qu'il sorte et d'avoir des retours avant de éventuellement de le prendre. Et je profiterai là aussi sûrement d'un moment où il sera peut-être en promo pour le faire. On va pouvoir passer aux sorties numériques de cette semaine, avec surtout une grosse sortie dont j'ai envie de vous parler en long, en large et en travers, et de vous en faire la pub. C'est le bestiaire pour Fabula Ultima. Du coup, puisque je l'ai pledgé, que je l'ai déjà reçu, hop, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, le bestiaire de Fabula Ultima. Alors, pour rappel, c'est quoi Fabula Ultima? Fabula Ultima, c'est le jeu de rôle pour faire votre JRPG, donc jeu de rôle sur console à la japonaise. Tout ce qui va de Final Fantasy à Shin Megami Tensei, Digital Devil Saga, en passant par Dragon Quest, en passant par tous les jeux comme Octopath Traveler, comme vous pouvez aussi faire du pseudo Zelda ou du Secret of Mana, ouais, il y a vraiment, ça brasse énormément de choses, et ça surtout ça le fait très bien. C'est puisque théoriquement, vous pouvez faire du JRPG avec n'importe quel jeu de rôle un petit peu fantasy. Mais Fabula Ultima, dans ses mécaniques et autres, franchement, arrive à faire quelque chose d'excellent sans adapter directement un univers de jeu. C'est là où moi je le trouve très fort, c'est que l'un des principes forts de Fabula Ultima, c'est un peu à la façon dont fait Final Fantasy ou les Tales of, de vous proposer à chaque fois un nouvel univers, avec des points qui reviennent et tout ça. Dans Fabula Ultima, je sais que certains l'utilisent pour adapter leur univers de Final Fantasy préféré. Je sais que par exemple,
J'ai bouffé leur nom, mais il y a une chaîne YouTube, Twitch et YouTube parlant de jeux de rôle, qui a par exemple adapté Final Fantasy VIII. Et tant mieux si les gens trouvent leur plaisir là-dedans, mais moi, ce que je trouve la force de Fabula Ultima, Die Story, merci Sandrone. Les copains de Die Story, désolé, j'avais bouffé vos noms. Mais du coup, effectivement, eux, ils ont adapté Final Fantasy VIII, et vous pouvez aller regarder l'actual play, c'est très cool. Mais moi, ce qui me plaît dans Fabula Ultima, c'est qu'il vous donne les outils pour créer votre propre univers, un petit peu comme si vous faisiez votre propre épisode de Final Fantasy ou votre propre épisode de Shin Megami Tensei, où du coup, vous allez, avec vos joueurs, créer ensemble un univers, mettre en place des pistes de jeu et ainsi de suite. Et après, en partie, ça donne très bien. Là, je commence à avoir pas mal de parties avec mon groupe de Fabula, où ils sont en gros niveau 15-16. Donc là, on a commencé à jouer depuis un bon moment dessus. Et je dois dire que c'est un de mes jeux actuellement, un des jeux que je préfère. Oui, d'ailleurs, Lauriel qui est dans le chat fait partie de la table. Et oui, ça fait à peu près 2 ans qu'on joue. C'est que simplement, effectivement, je suis très vieux et très fatigué. Il m'arrive régulièrement d'annuler la partie parce que je suis vieux. Mais voilà, pour vous dire que Fabula, ça reste un de mes jeux préférés en ce moment à faire jouer. Et du coup, jusqu'à présent, on a eu 3 gros suppléments qui sont sortis pour ce qui mettait un accent sur un type de jeu, un type d'univers. On avait l'Atlas High Fantasy, l'Atlas Techno Fantasy et l'Atlas Natural Fantasy, pour jouer sur les choses un peu plus cosy et peut-être plus proches des ateliers et autres. Et du coup, là, c'était des jeux des suppléments qui étendaient sur un type d'univers, en proposant des nouvelles classes de personnages, des boss typiques et des conseils pour mettre en scène ce type d'univers. Et donc là, on a un bestiaire qui est sorti, mais qui ne se contente pas d'être que un bestiaire. Et c'est pour ça que je le trouve génial. Une des choses que moi j'adore dans Fabula Ultima, mais qui je sais ne plaît pas à tous les meneurs de jeu, c'est la création des monstres. Il y a vraiment ce principe de... il y a un bestiaire dans le livre de base, mais il est vraiment juste là pour donner des exemples, et il y a vraiment cette philosophie de do it yourself. Créez vos monstres grâce à des règles, des blocs à assembler dans le livre de base. Et ce bestiaire, il propose une création de personnages, une création de monstres alternative qui ne remplace pas celle du livre de base, mais qui est une version alternative qui peut venir compléter ou remplacer plus ou moins complètement celle du livre de base, mais qui du coup, au lieu de se concentrer sur le type de monstre, est-ce que c'est une bête, est-ce que c'est un robot, est-ce que c'est un élémentaire, ce genre de choses, va plus se concentrer sur le rôle de la créature. Est-ce qu'on va être sur une brute, un chasseur, un mage ou un support? Et on a toujours ce principe de Lego à assembler, vraiment pour créer ses créatures et les customiser. Et moi, je trouve ça extrêmement bien foutu. Et c'est un vrai jeu dans le jeu pour le meneur pour le MJ de créer ces bestioles avec ces règles-là.
Et du coup, on a quand même ces 50 pages de création de monstres qui sont remplis de conseils, d'exemples et tout ça, qui sont très cool. Et après, on va avoir une centaine d'exemples de monstres qui ont été créés avec ces règles-là et qui vont vous aussi présenter plein d'exemples, puisque l'un des principes, c'est le jeu, quand vous créez votre monstre avec ces blocs, vous êtes encouragé à créer aussi vos propres règles uniques à chaque monstre. Et ce compendium qui contient une centaine de monstres et une quarantaine de boss d'exemples sont remplis de ces petites règles, de ces exemples de petites règles à utiliser, que vous allez pouvoir bidouiller, malaxer et réutiliser pour vos propres monstres. Et c'est un vrai... pour moi, en tout cas, c'est un truc sur lequel je prends totalement mon pied avec ce jeu. Et du coup, ce supplément, pour moi, c'est un vrai petit plaisir qui me sert, entre autres, pour les bestioles. Bon, du coup, j'ai pas encore pu tester mes nouvelles bestioles que j'ai créées avec ce système-là, puisque lors de mon dernier scénario, mes joueurs ont réussi à totalement contourner le combat que j'avais prévu. Bande de bâtards. En tout cas, c'est rempli d'idées, ras la gueule de créatures avec comment les utiliser, plein d'exemples de règles, comment le présenter dans votre univers, quel type de tactique il va utiliser, quel type de récompense vous pouvez lui associer. Il y a des variations, par exemple si vous prenez les fantômes, vous allez voir en fait qu'il y a des exemples d'amplitude de niveau de 10 à 30 avec du coup plein d'exemples différents. Voilà, donc avec le mort-vivant le plus basique jusqu'à le fait d'affronter un bateau fantôme et qui sait peut-être de lui faire un German Suplex, comme un certain moine dans un certain Final Fantasy faisait un German Suplex à un train fantôme. Mais voilà, c'est un vrai... évidemment, comme tous les suppléments de Fabula Ultima, c'est évidemment superbement illustré. C'est vraiment une des grandes forces de Fabula Ultima. Regardez-moi ces illustrations, elles sont géniales. Et en plus de tout ça, vous allez aussi avoir des exemples pour les personnages qui ont un compagnon animal, pour un petit peu les créer de façon un peu plus efficace. Des nouvelles arcanas pour les invocateurs, qui sont du coup un peu plus complexes que les arcanas du livre de base, pour montrer un petit peu ce qu'il est capable de faire en invocation. Et quelques options alternatives, si vous avez envie par exemple d'intégrer le fait d'avoir des dégâts liés parce qu'il y a un principe de vulnérabilité et de résistance élémentaire dans Fabula Ultima qui est très important, et il propose parmi les règles optionnelles d'étendre ça avec les types d'armes. En tout cas, voilà, si vous jouez à Fabula Ultima en anglais, j'ai envie de vous dire, prenez ce bestiaire les yeux fermés. C'est vraiment un des... j'allais dire c'est un des meilleurs suppléments pour le jeu, mais j'ai kiffé chacun des suppléments pour ce jeu. Il y a pas un seul bouquin pour Fabula Ultima aujourd'hui que je regrette d'avoir acheté, tellement je les trouve tous très bien. Sachez du coup qu'on a quand même un bouquin qui en format numérique fait 364 pages pour moins de 20 €.
je pense que c'est tout à fait honorable et qui vous servira de toute façon dans quelle que soit votre table de jeu à Fabula Ultima. Et j'espère sincèrement que Nigame fera la traduction, parce que du coup Nigame qui assure la traduction française a déjà fait la traduction des 3 atlas, donc ceux dont je parlais, l'atlas High Fantasy, Techno Fantasy et Natural Fantasy. Ils ont été traduits. Ah, on me dit dans le chat qu'apparemment c'est déjà prévu pour le début de l'été de l'année prochaine. Bon bah voilà, si vous ne jouez que en français, vous prenez votre mal en patience, mais ça le vaudra largement, je peux vous l'assurer. Mais en tout cas, oui, moi j'ai directement backé la version en anglais, puisque j'ai la chance d'avoir des joueurs qui lisent tous anglais, du coup j'ai pris les suppléments que j'avais acheté le bouquin de base en français, hein, mais j'ai finalement tout repassé en anglais. Et oui, j'attends aussi ma boîte collector avec la couverture de Yoshitaka Amano. Je l'attends avec impatience. Et évidemment, je vous mets ça dans le chat et en description de la vidéo. Et encore une fois, si vous jouez à Fabula Ultima en anglais, prenez-le direct. Il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas à tortiller du cul. Si vous le jouez à Fabula Ultima en français, attendez l'été prochain, prenez-le, les yeux fermés, il n'y a pas à tortiller du cul. Dans les sorties aussi de la semaine en format numérique, je voulais juste revenir rapidement sur le fait que Arcanum World a ressorti une série de suppléments qui étaient sortis en Donjons et Dragons 5. Ils les ont ressortis en Donjons et Dragons 5.5, à savoir un héros handbook. Alors lui, je crois que c'est un nouveau bouquin, donc de 200 pages à peu près, qui propose du coup plein d'options de personnages pour jouer dans une ambiance légende grecque et légende nordique. Donc avec des... Bon, il nous évoque évidemment plein de chiffres. Vous allez avoir 26 sous-classes, 14 races jouables, des sorts, des dieux et tout ça en rapport avec les settings spécifiques développés par Arcanum World. Pour leur univers grec, ambiance grecque et ambiance nordique. Le tout, donc ils mettent en avant le fait que c'est fait par le lead designer de Baldur's Gate, Dragon Age Origins et Star Wars Knights of the Old Republic. Je dois avouer que je n'ai pas été vérifié si il gonflait ou pas le CV du bonhomme, donc on va leur dire que c'est vrai. Donc ça, c'est le bouquin des joueurs. Et après, niveau meneur de jeu, ils ont surtout ressorti donc une version mise à jour de leur énorme, et quand je dis bien énorme, c'est énorme campagne inspirée donc dans un environnement façon mythologie grecque qui s'appelle Odyssey of the Dragon Lord, donc qui existe en français, hein, ça s'appelle l'Odyssée des Seigneurs Dragons, c'est traduit par Arcane Asylum. Vous avez plusieurs groupes qui ont fait des actual plays sur YouTube que vous pouvez voir. Donc une campagne de 768 pages allant du niveau 1 à 20. Donc voilà le monstre quoi. Donc ce qui explique aussi le prix du PDF, hein, 50 € un PDF. Le truc il fait presque 800 pages. Et niveau 1 à 20, vous avez de quoi jouer des années et des années avec quoi. Alors personnellement je l'ai pas lu, hein, l'Odyssée des Seigneurs Dragons. J'ai juste eu des échos plutôt positifs de la campagne. Qui regrette juste un petit peu
Excusez-moi. Juste, il regrette ce que j'ai eu l'occasion de me faire des retours sur la campagne. Regrette justement la présence un peu trop présente de dragons qui viennent court-circuiter un petit peu le côté mythologie grecque. C'est vraiment Donjons et Dragons rencontre la mythologie grecque. On est vraiment sur ça. Mais du coup, si vous êtes joueur de Donjons et Dragons 5, enfin 5.5, puisque là, la version dont je vous parle, c'est la version mise à jour, remise à plat pour la 5.5, ça a l'air d'être du bon matos. Et ils ont aussi une campagne niveau 1 à 6 qui, elle, a l'air d'être orientée par contre vers la mythologie nordique. Elle, par contre, j'ai pas eu de retour, donc je ne sais pas si si c'est de la bonne cam. Mais en tout cas, voilà. Si vous êtes joueur de Donjons et Dragons 5.5, que vous cherchez quelque chose qui change du Medfan totalement classique pour quelque chose qui s'inscrit plus dans un mix mythologie grecque, je vous invite à y jeter un coup d'œil. Ça peut peut-être être votre cam. Après, le côté viking, mythologie nordique, pour moi, c'est moins original. Du coup, je ne le recommanderais peut-être pas la campagne niveau 1.6. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui avait reçu, je sais, de très bonnes critiques au moment de sa sortie, que ce soit en anglais ou en français à l'origine. Et ça finit du coup les sorties numériques. Et on va passer au bon plan de la semaine. Bon plan qui est du coup le Christmas in Julie, Noël en juillet sur Drive-Thru RPG, qui en gros c'est les soldes d'été de Drive-Thru, où il propose en fait pléthore de jeux avec des réductions 15, 20, 30, 50%, y compris sur des nouveautés, puisque par exemple Twilight Sword, dont je vous parlais la semaine dernière, si justement la semaine dernière je vous parlais de son prix très abordable en ce moment, bah c'est parce qu'on est dans le Christmas in July. C'est pour ça que le livre de base est à 12 € au lieu de 17 €. Donc on est quand même sur une réduction bien de 30%. Tout à l'heure, dans le chat, ça parlait du fait que Dune était proposé en promo en allemand. Alors, en fait, c'est Dune en plusieurs langues qui est proposé, mais du coup, Sectaire, si tu es encore là dans le chat, sache que Dune, effectivement, les premières versions, les premiers trucs quand tu recherches Dune qu'il te propose, c'est bel et bien la version allemande. Mais si tu descends un petit peu sur la page, tu vas voir qu'il te propose bien la version anglaise. À 6,15 €. Je pense que c'est... Alors, j'allais dire en fait que c'était peut-être lié à l'ordre alphabétique, mais même pas, puisqu'en anglais c'est Dune das Rollenspiel, alors qu'en anglais c'est Dune Adventure in the Imperial. Donc, normalement Dune A, ou alors c'est parce que les 2 points dans la classification de Drive-Thru, les 2 points sont classés avant le tiret dans les choses. D'ailleurs, est-ce qu'il y a la version française? Non, il n'y a pas la VF. Dommage. Il n'y a pas la VF dans les bouquins proposés en version bas prix. Mais du coup, il y a très nombreux gammes très connues. Donc, on a Dune qui a moins 50%. Vous avez The One Ring, y compris le tout dernier supplément Hands of the White Wizard, qui est du coup proposé à moins 30%. Vous avez Fabula Ultima, qui est en anglais, justement. Je vous parlais de tout l'amour que je portais à Fabula Ultima.
Vous avez le bouquin de base ainsi que les atlas qui sont à moins 30%. Vous avez du coup Pirateborg, vous avez Curseborn, autre jeu dont je vous ai professé mon amour plus tôt dans l'émission, qui est là aussi à moins 30%. Bref, il y a les bouquins édition 20 ans des différents jeux du World of Darkness. Il y a les bouquins de Outgunned à moins 30% là aussi. Il y a les jeux de Kevin Crawford. Je vais pas tous les faire. Il y a des centaines de bouquins qui sont actuellement en promo. Si vous cherchez à compléter votre collection de jeux de rôle en format numérique, à des prix abordables sur Drive-Thru, allez jeter un coup d'œil. Je pense que vous allez trouver votre bonheur. Et bien voilà du coup pour cet hebdo JDR voilà. C'est tout pour cet hebdo JDR donc du 24 juillet 2026. Comme d'habitude, je remercie tous ceux et celles qui sont passés me faire un petit coucou dans le chat sur Twitch. Je remercie de la même façon tous ceux et celles qui regarderont le replay sur YouTube. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à follow ou à vous abonner sur Twitch, à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire sur YouTube. Vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à mettre, même à mettre juste une emote en commentaire sur YouTube. Ça crée tout simplement de l'engagement et ça permet à la chaîne d'être un peu plus visible. N'hésitez pas évidemment à la partager sur vos réseaux au cas où. Bref. Faites-moi connaître, je veux la moula de YouTube. Je déconne bien évidemment. Jamais avec le jeu de rôle, je ne toucherai le moindre centime, je le sais, sur ma chaîne YouTube. Mais en tout cas, je tenais avant toute chose, encore une fois, à vous remercier. Je vous invite évidemment à faire attention à vous et à vos proches. On a une nouvelle vague de canicule qui arrive. N'hésitez pas du coup à composter des riches, puisque ce sont les principaux producteurs de CO2. Voilà. Donc rappelez-vous, plutôt que de manger des riches, compostez-les. C'est beaucoup plus utile pour la nature et pour faire votre jardin bio communautaire. Et je vous dis donc peut-être à la semaine prochaine s'il y a de nouveau des news en assez grand nombre qui sortent. Sinon, une prochaine fois. Encore merci. Prenez soin de vous et de vos proches. Et à la prochaine.